Bonjour à tous, bienvenue à Vivatech, bienvenue sur ce stand de BPI France et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette conférence sur la cybersécurité à 360. Je serai votre animateur, je suis Hilaire Le Goualec et je travaille chez BPI France le Hub, en opérationnel pour les startups qui choisissent BPI France comme investisseur pour leur startup. Nous avons une heure, à peu près 50 minutes, grosso modo, pendant laquelle nous allons échanger sur la cybersécurité à 360 avec 4 intervenants. Et nous aborderons ce thème via 2 temps majeurs. Le premier sera celui de prendre un petit peu de hauteur avec Jérôme Billois, partenaire chez Wavestone. Bienvenue et merci d'être avec nous. Et nous parlerons du Startup Radar Cybersécurité. Alors petit couac, nous n'aurons pas de slide à vous présenter, donc Jérôme vous parlera évidemment des grandes tendances qui ont été repérées sur ce mapping. Puis nous ferons un point sur 3 tendances, 3 perspectives qui se sont un petit peu détachées pendant cette année. Nous parlerons confiance de Zero Trust avec Timothée Rebourg, CEO et cofondateur de Sealed, une solution SaaS de bureautique et de SDK pour développeurs pour protéger les données en utilisant le chiffrement bout en bout. Puis nous parlerons de nous, les humains, les utilisateurs, puisque nous sommes une cible. Nous verrons pourquoi nous sommes une cible avec Gaspard Drose, le CEO de Mantra. Bonjour. Une solution contextuelle de lutte contre le phishing. Puis enfin, nous parlerons de l'IA. L'IA qui évidemment n'est pas qu'utilisée pour jouer aux échecs, mais aussi pour construire des menaces. Et malheureusement, il est peut-être temps pour nous d'avoir un changement de paradigme et de changer de braquet, d'utiliser aussi l'IA dans les solutions de cybersécurité. Nous le ferons avec Marie Leparnieu, Chief Development Officer chez Tetris, une solution unifiée et automatisée pour faire face à l'imprévisible dans la cybersécurité. On démarre avec toi, Jérôme, sur le Startup Radar. Qu'est-ce qui s'est passé depuis juin 2020, jusqu'à aujourd'hui dans l'écosystème tech et plus particulièrement de cybersécurité? Merci Hilaire. Oui, donc on a analysé pour la 4e année consécutive l'écosystème des startups en cybersécurité en France. Alors, on a mis des définitions pour les startups. Il faut qu'elles soient évidemment basées en France, il faut qu'elles aient comme cœur d'activité un produit de cybersécurité et qu'elles n'aient pas plus de 7 ans d'existence et pas plus de 35 personnes. Il a bien fallu mettre un certain nombre de barres. Donc qu'est-ce qu'on voit? Les grands chiffres, c'est tout d'abord 150 startups actives cette année sur notre territoire. On voit également des levées de fonds qui sont de l'équivalent de 100 millions d'euros sur l'année passée. Donc c'est des chiffres, si on les met en regard avec l'année précédente, qui sont des chiffres stables. En fait, l'année précédente, 152 startups et également 100 millions d'euros de levée de fonds. Donc il y a une vraie stabilité de l'écosystème, alors que les années précédentes, on était plutôt sur des croissances de l'ordre de 10-15%. Alors cette stabilité, elle s'explique évidemment par la crise Covid, qui, on le voit bien dans la première partie de l'année, a amené un certain ralentissement dans les startups, ralentissement dans leur développement commercial, des temps de vente plus longs, également des ralentissements sur les investissements, des levées de fonds qui ont été décalés dans le temps. Mais ce que montre bien aussi cette année les différents chiffres qu'on peut analyser, c'est une vraie montée en maturité de l'écosystème. Maturité sous 2 axes. En fait, c'est une année où on a vu plus de liquidations d'entreprises. Usuellement, chaque année, on voyait des liquidations de 1-2 startups. Là, on en a eu 11. Donc c'est évidemment beaucoup plus. Ça s'explique en partie par la crise, mais ça montre aussi quelque part que le marché s'est trouvé et quelque part se consolide aussi. Et de l'autre côté, eh bien, on a plus de startups qui sont passées dans notre catégorie Scale-up qu'on inaugure cette année. On a donc 8 startups qui ont quitté le radar parce qu'elles devenaient très grandes rapidement. Donc c'est vraiment un point positif cette fois-ci. On voit qu'il y a une vraie maturité qui arrive et que l'écosystème n'est plus que des petites startups, mais aussi est accompagné avec beaucoup de scale-up. Donc tout cet écosystème, il a été évidemment porté par l'activité folle qu'on a connue sur la cybersécurité, multiplication des attaques, des incidents, les besoins du numérique au sens large dans les entreprises. Et c'est ces sujets-là qui ont été les plus porteurs et qui ont vu finalement les startups arriver. Autre élément peut-être notable dans l'année qui nous fait aussi réfléchir sur le futur, il y a eu 2 acquisitions majeures. Les acquisitions des startups Screen et de la startup Alcide, acquisition cette fois-ci par des groupes américains. Alors effectivement, ça nous laisse un sentiment d'inachevé, un petit goût amer quand ce type de choses arrive, mais en regard, on peut voir aussi que notre écosystème est attirant,
qu'il a pu attirer ces grands acteurs anglo-saxons, que des exits sont possibles en cybersécurité, parce que souvent les investisseurs sont un peu frileux sur ces aspects de cybersécurité, sur la capacité à faire des exits. Donc là, on voit que c'est possible. Alors évidemment, on aurait aimé qu'elle se transforme en licorne en France, mais on a d'autres structures derrière qui sont prêtes à le faire. Et finalement, si je devais tirer peut-être 3 orientations, recommandations pour l'année qui vient, c'est la première, c'est que sur le reste de 2021, début 2022, les initiatives de l'État vont arriver à maturité. On a vu les grands défis d'avenir où BPI France est fortement mobilisé. On voit aussi le campus cybersécurité qui va ouvrir à la fin de l'année avec pour la première fois un incubateur dédié cybersécurité. Donc là, on rattrape nos amis anglais qui étaient déjà bien dotés et là, c'est quelque chose qui va aider aussi à développer l'idéation, la création des petites structures. On voit comme deuxième axe d'évolution que nos startups doivent aussi amener plus d'innovation. Si on regarde aujourd'hui, il y a à peu près les 2/3 des startups qui réinventent des choses qui existent, qui essayent de le mettre à leur sauce, mais qui vont parfois avoir du mal à démontrer ce qui est vraiment nouveau. On en a 30% qui, elles, amènent vraiment une nouvelle technologie, une nouvelle solution. Il faut qu'on arrive à changer un peu ça pour que notre écosystème soit encore plus innovant. Et puis le troisième axe, c'est finalement les levées de fonds, les investissements. Là, on voit qu'aujourd'hui, on capte en France, mais aussi en Europe, sur des levées de fonds cybersécurité entre 50 et 75 millions d'euros. Alors qu'on le voit bien aux États-Unis, ces limites-là n'existent pas. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi que l'Europe se mobilise pour pouvoir dépasser ces seuils. Israël, qui est le baromètre un petit peu start-up cybersécurité usuel, eux, y arrivent quelquefois. Mais c'est vrai que beaucoup de start-up israéliennes, pour atteindre ces 100 millions, vont aussi aux États-Unis. Donc ça n'est pas qu'un problème purement français, c'est un problème européen et c'est même un problème quasiment mondial. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on puisse le résoudre en France pour que notre écosystème accouche des licornes qu'on attend tous. Jérôme, merci pour ce beau paysage sur un an de développement. Je me tourne peut-être de manière un peu opportuniste sur nos éditeurs de services qui font bien évidemment partie aussi de ce paysage, de ces tendances. Vous vous retrouvez un petit peu dans le constat qui est fait par Wavestone. Timothée, tu as quelque chose à ajouter là-dessus ? Alors déjà, je partage totalement le fait qu'il y a eu un ralentissement l'année dernière sur les délais de commande, les priorités. On a vu en fait que en 2020, cette stagnation, je pense qu'elle est aussi due au fait que les gens se sont plus tournés vers la transfo digitale en soi, plus que vers la cybersécurité particulièrement. On a eu des prospects qui nous disaient « Non mais moi, le chiffrement ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est déjà avoir une vidéoconférence qui marche. » Donc on n'était pas sur des problématiques cyber. Donc des priorités très voilà, différentes, beaucoup plus opérationnelles et axées sur le télétravail, plus que la sécurisation du télétravail. Ouais. Okay. Et par contre, sur la partie appétence des investisseurs, on a eu énormément de prises de contact de la part d'investisseurs l'année dernière et en fin d'année et en début d'année 2021, beaucoup plus que les années précédentes. Et je ne pense pas que ce soit lié à notre activité, je pense que c'est lié au fait que la cybersécurité a été mise en lumière l'année dernière et que les investisseurs savent, et donc je pense qu'on aura un bon cru sur 2021 pour ce qui est des levées de fonds cyber. Merci Timothée. Marie, du côté unification et automatisation, il y a eu des choses pour vous sur cette année ? Oui, alors si je commence par notre cas spécifique, on a un cas un petit peu exceptionnel puisque nous avons levé 20 millions en série A, ce qui est le record européen et même mondial si on fait le rapport US$-euro. Félicitations donc à vous. Voilà, on a été dans ce cas spécifique où nos investisseurs ont fait confiance dans les technologies que nous apportons pour remédier et détecter et remédier aux cyberattaques. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, par rapport à cet écosystème-là, quand on parle de stabilité, moi je dis que c'est déjà très positif. Au regard de ce que nous avons vécu d'un point de vue géopolitique, sanitaire, d'un point de vue global et d'un point de vue de cybersécurité, je trouve que la stabilité est déjà une très bonne nouvelle. Par contre, ce qui m'a plus surpris dans ce que tu as pu exprimer, Jérôme, c'est la partie d'innovation. Parce que quand on regarde la complexification aujourd'hui des attaques, leur sophistication, leur recrudescence, ça me semble être problématique de ne pas positionner comme prérequis d'une start-up cette partie d'innovation pour faire face aux nouvelles menaces. Alors bien sûr, ça me pose question aussi sur leur business model, de toute évidence, parce que quand on répète quelque chose qui est déjà présent et qu'on est dans un monde qui est dominé par le marché israélo-américain, a priori, il risque d'avoir du mal à grossir et à faire émerger ce qu'on espère être le monde de la cybersécurité de demain, avec des vrais leaders français, européens. Voilà, donc ça, je suis ennuyée pour ça, d'un point de vue de leur business model,
d'un côté, et de l'autre côté, par le fait que nous avons besoin d'avoir des nouvelles techniques pour faire face aux nouvelles attaques. Merci Marie-Jérôme. Juste peut-être pour te répondre sur le business model, on le voit bien, il y a quand même beaucoup de startups qui sortent du radar parce qu'elles ont plus de 7 ans, mais moins de 35 personnes. Et finalement, elles n'ont pas cette accélération qu'on va chercher. Mais certaines s'en tirent parce que commercialement, elles savent être agiles, elles savent vendre différemment, vendre peut-être moins cher aussi, viser d'autres marchés. Donc voilà, mais je suis complètement en ligne avec toi. Pour créer l'écosystème qu'on veut avoir, il faut de l'innovation, il faut de la nouveauté. Gaspard? Oui, moi ce que je partage, c'est effectivement qu'il y a une stabilité, je dirais, de la demande des investisseurs, parce qu'avec des levées de fonds qui ont été stables dans un premier temps, mais aussi une accélération, beaucoup de demandes de prise de contact de la part d'investisseurs sur la cybersécurité. Et ce que je trouve aussi intéressant de voir, c'est qu'au regard de ça, il y a aussi nous, ce qu'on constate, une grosse demande à une échelle vraiment plus basse, mais des utilisateurs en fait, des gens qui sont contents qu'on leur apporte au quotidien dans leur travail des outils de cybersécurité qui leur apportent une plus-value et qui leur permettent de s'approprier des thèmes avec lesquels parfois ils ont du mal à jongler et qui sont un peu omniprésents dans la presse et qui les effraient aussi. Tout à fait, merci pour le coup Gaspard. Et je rappelle que Mantra est une solution de phishing, de lutte contre le phishing, et qui nous aide. Ce serait dommage quand même. Pardon, lapsus. Solution contre le phishing et qui nous aide, utilisateurs, employés, à lutter contre ces attaques. Timothée, je me tourne vers toi quelques instants. On part sur le deuxième temps de cet échange. On parlait des 3 tendances au début. Il y en a une qui est très particulière, qui est celle de l'intégration du Zero Trust dans des applications. Il y a quelques éditeurs de services qui s'engagent dans cette approche. Tu nous en parleras, tu nous expliqueras ce que c'est. Concrètement, qu'est-ce que c'est finalement pour eux que d'intégrer du Zero Trust, et notamment via du chiffrement bout en bout? Et qu'est-ce que ces sociétés sont en train d'essayer de construire en matière d'avantages anticoncurrentiels dans les années à venir? Alors, effectivement, donc le Zero Trust, c'est pas une technologie, c'est une philosophie de la sécurité dans les applications qui vise à en fait intégrer la sécurité directement dans les applications en partant du principe que chaque brique qu'on va intégrer dans un système d'information doit se méfier des autres. D'où le terme Zero Trust, on fait zéro confiance au reste de l'infrastructure. C'est un terme qui a été créé il y a une dizaine d'années par Forrester en partant du constat que la sécurité des réseaux était plus suffisante. Parce qu'on est tous connectés et qu'il n'y a plus de concept de réseau protégé et que les pare-feux et VPN sont utiles mais modérément. Et donc le Zero Trust, ça vise à dire ok, on va réarchitecturer les applications de sorte que finalement on fasse confiance le moins possible à d'autres briques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance par défaut quand on est dans un réseau protégé. Deuxième sujet, c'est on s'attend à une fuite de données. Elles arrivent. Quand on discute par exemple avec Synactive, qui était le cabinet qui nous a audité pour notre CSPN, ils nous disent depuis 10 ans, le taux de pénétration à chaque fois qu'on fait un pentest reste constant. On arrive toujours à rentrer de la même façon dans les applications, dans les entreprises. Donc finalement, la probabilité d'une fuite de données, si elle n'est pas constante, si elle augmente pas, au moins elle est constante. Donc faut réussir à partir du principe qu'en fait il y aura une fuite de données dans toutes les entreprises. Et donc le sujet, c'est de minimiser son impact. Et ce troisième sujet, c'est de dire ok, pour minimiser l'impact d'une fuite de données ou d'une intrusion, il faut appliquer le principe du moindre privilège à tout prix. C'est-à-dire que faire en sorte qu'un attaquant, quand il rentre dans un système d'information, il ait accès au moins de choses possibles, au moins de données possibles, et il ait le moins de capacités possibles. Donc c'est ça le Zero Trust. Et nous, on est éditeur d'une solution, d'un pan du Zero Trust qui est du chiffrement de bout en bout, et c'est sur la confidentialité des données en particulier, où en fait on permet à des éditeurs logiciels, que ce soit en télémédecine, en travail collaboratif ou en d'autres activités d'assurance ou autres, des applications métiers précises, d'ajouter une couche de protection aux données qu'ils manipulent dans leur application avec les droits les plus stricts possibles, où en gros il n'y a que les utilisateurs finaux qui sont en mesure de lire les données et pas le serveur. Et donc ce qui fait que quand l'attaquant rentre dans le serveur, il a accès à rien. Et il y a des éditeurs de télémédecine qui ont notamment intégré ça parce qu'ils font le move pour les données médicales vers le cloud, et il y a une grande réticence à mettre ces données médicales dans le cloud, par exemple pour la télémédecine. Ou alors, dans le cadre du travail collaboratif, il y a une réticence beaucoup plus forte à mettre ces données chez Microsoft dans Office 365 ou dans Google sur Google Workspace. D'ailleurs, à ce sujet-là, Google a annoncé hier qu'ils intégraient du chiffrement côté client dans Google Workspace, quelque chose de similaire à ce qu'on fait. Voilà. Et concrètement aujourd'hui, ces quelques scale-up qu'on a entendus sur l'écosystème intégré du Zero Trust, l'avantage concurrentiel qu'elles construisent petit à petit, tu penses que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue produit, il y a aujourd'hui grosso modo quelque chose de l'ordre d'un actif supérieur qui est en train de se construire chez eux?
Par exemple, quand on regarde le cas des éditeurs de télémédecine, ils mettent plusieurs années à intégrer ces technologies-là dans leurs infrastructures, alors que leur code base est très récente. Quand on prend Google, ça doit faire 3 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Et donc, si ça devient un standard pour se prémunir de cyberattaques, toute personne qui ne le fait pas maintenant va avoir 3 ans de retard. Tant sur l'aspect technique que l'aspect RH, parce qu'il faut recruter les bonnes personnes. Ce changement de paradigme organisationnel, un petit peu, vous le ressentez sur votre secteur, dans l'approche des questions autour de la protection des données. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Je t'en prie, Marie, vas-y. Ma réaction première, c'est que ce dont tu parles beaucoup, c'est du security by design. Et que ce security by design, il est aujourd'hui absolument essentiel. On en est très très loin. Quand on regarde les interconnexions globales et ne serait-ce que dans le domaine de l'IoT, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 70% des systèmes IoT qui ne sont pas bien protégés. Donc, je ne parle pas du chiffrement des données là, mais en tout cas, cette dimension, elle est absolument essentielle. Elle ne sera pas suffisante parce que, comme tu le soulignes également, de toute façon, il y aura des intrusions et de toute façon, il continuera à y avoir des cyberattaques. Et tout ça, c'est bien ce qui va se mettre en œuvre, en effet, dans les organisations pour être du côté de la prévention et comme du côté de la réaction. Et je partage d'ailleurs là-dessus que le security by design, c'est bien, ça permet, quand quelqu'un est rentré, de minimiser l'impact, mais ça nécessite toujours qu'il faut réduire la probabilité d'intrusion, qui est plutôt votre travail. Gaspard? Oui, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette approche security by design, c'est de donner les outils, en fait, dans le cas d'espèces, aux développeurs, pour que facilement, dans la façon de concevoir des outils, ils vont pouvoir les sécuriser. Et ça, je pense qu'en fait, ça appelle une notion qui est assez importante, c'est tout ce qui est en fait l'expérience utilisateur, ici, pour les développeurs. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'absolument critique si on veut justement que ces solutions soient développées et adoptées de façon large par les organisations et par les individus. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on est peut-être à un point de bascule de ce point de vue-là, pour, je dirais, 2 raisons. La première, c'est que d'un point de vue technologique, vous avez quand même une vraie amélioration à la fois des API, des microservices, qui permettent, je dirais, de concevoir des produits de façon simple, avec une recherche d'ergonomie, sans que ce soit, je dirais, un effort de développement extrêmement coûteux supplémentaire. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je pense qu'il y a aussi un vrai changement culturel dans la façon dont on aborde le sujet, parce qu'aujourd'hui, les gens sont irrigués de produits SaaS avec une expérience utilisateur qui est parfaite. Donc c'est-à-dire que nous, c'est quelque chose qui déteint sur nous au quotidien. Et vous avez des gens, je dirais, qui ont travaillé dans des scale-up, dans des entreprises où l'UX est la priorité. Et à partir du moment où ils rentrent dans le milieu de la cybersécurité, je pense qu'ils apportent ce package, ils apportent ce bagage pour justement prendre en compte ces questions d'expérience utilisateur. Merci Gaspard. Je reste sur toi en l'occurrence, puisqu'on vient de parler de Zero Trust avec Timothée de Sile, dont je rappelle que la solution est certifiée par l'ANSSI depuis janvier 2021. Le Zero Trust, c'est quand même aussi une question de facteur humain. C'est un peu ta mission aujourd'hui chez Mantra. La protection des humains par une sensibilisation contextualisée aux risques cybersécuritaires et notamment au phishing, c'est grosso modo ta mission depuis 1 an. Tu travailles l'immunité collective sur le plan digital en ayant des formations des utilisateurs. Concrètement, pourquoi moi je suis une cible aujourd'hui, alors que je pensais que c'était les machines, et 2, comment tu peux faire pour mieux me protéger en travaillant en l'occurrence chez BPI France ou chez Wavestone? Ouais, et la raison de savoir pourquoi les humains sont des cibles est en fait assez facile. Hein. C'est juste que c'est plus simple, et donc si c'est plus simple, c'est plus héroïste. Donc vous, en tant qu'attaquant, si vous voulez, la question, si vous voulez, est résolue assez vite. Vous prenez une entreprise, je dirais, moyenne, c'est quand même généralement correctement sécurisé. On en a parlé, c'est loin d'être impénétrable, mais vous avez quand même des firewalls, des VPN, des serveurs qui tournent sur Azure, sur Google, sur OVH, peu importe. Et donc je dirais, il n'y a pas non plus, c'est à modérer, mais il n'y a pas de faille technique, je dirais, qui soit immédiatement exploitable. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher une faille humaine. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile à activer, en faisant en sorte que vous avez un utilisateur qui aille ouvrir un mail de phishing, ouvrir une pièce jointe, cliquer sur un lien, etc. etc. Et donc la question, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir de ça? Parce que l'humain étant quand même un sacré animal, c'est quand même pas un sujet facile à traiter. Et donc là, je pense que je reviens à la question de l'expérience utilisateur. Parce qu'un problème humain, je pense qu'il faut apporter une réponse qui est humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire mettre l'expérience utilisateur au cœur. Je pense que... Et si vous ne le faites pas, en fait, ce qui va se passer, c'est 2 choses très simples. Les gens vont soit pas utiliser vos outils, soit mal les utiliser, ou ils vont même les contourner parce que ça les embête dans leur quotidien. Et donc c'est pour ça que c'est une question qui est absolument centrale. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que d'ailleurs les hackers eux-mêmes ont une réflexion UX qui est généralement assez poussée. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont faire une attaque de phishing?
Ils vont tout simplement faire des mails dont le design est extrêmement poussé, extrêmement réaliste, parfois même plus réaliste que les emails qu'on reçoit des sociétés qui sont censées imiter. Ils vont faire attention justement à mettre du contexte, utiliser les personnes avec qui vous travaillez, les outils que vous utilisez au quotidien. Et puis je dirais qu'il y a aussi une connaissance assez fine de la psychologie humaine. Ils vont utiliser des leviers psychologiques qui marchent bien, l'argument d'autorité par exemple, se faire passer pour le DSI, n'a pas du gain, vous expliquer que vous avez un nouveau smartphone dans votre service qui va bientôt arriver, etc., etc. Donc du coup, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'éditeur de cybersécurité? C'est d'être à minima aussi bon que les hackers en termes d'utilisateur expérience, si ce n'est meilleur. Et être bon en user expérience, ça veut dire quoi? C'est pas juste faire des jolis graphiques bien beaux, c'est avoir une vraie réflexion, nous dans notre cas d'espèce, sur pourquoi les gens cliquent sur des emails de phishing. Et comment je fais pour designer un produit qui, dans sa conception, va avoir pour objectif de minimiser ce taux de clic. Et donc, pourquoi les gens cliquent? Ça, on en a parlé, c'est assez simple. C'est parce que vous avez des emails qui sont très bien faits, réalistes, qui jouent sur des leviers psychologiques. Donc, vous intégrez en fait une dimension plus psychologique. Plus psychologique, ouais. Okay. Et je dirais, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de se dire, du coup, comment je fais moi dans la conception de mon produit pour répondre à cette problématique? Et je dirais, évidemment, c'est d'être aussi bon que les hackers dans la conception des attaques, parce que vous ne pouvez pas demander à des gens d'anticiper des attaques qu'ils n'ont jamais vues, auxquelles ils ne s'attendent pas. Et donc ça, je dirais qu'avec les API, avec l'automatisation, on peut réussir à faire des attaques extrêmement ciblées, contextualisées, avec quasiment zéro intervention humaine, et donc libérer du temps au RSSI par la même occasion. Ça va être aussi, je pense, de s'inspirer de ce qu'en font les géants de la tech, donc ce que font les LinkedIn, les Facebook, qui ont des produits qui jouent sur l'habitude des gens, où on va typiquement créer une nouvelle habitude. Et donc ça passe par quoi? Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens ne cliquent pas. Si vous dites que ça, il ne va rien se passer. Donc ça va être de créer une habitude, de mettre de la gamification, jouer sur des leviers psychologiques comme typiquement la preuve sociale pour faire en sorte que les gens prennent l'habitude et soient incentivés à le faire. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier point, c'est tout ce qui est, et ça c'est la data qui permet de le faire, c'est tout ce qui est feedback loop. Vous récupérez des données sur une population, vous allez comprendre en fait une personne donnée à quel type d'attaque elle réagit le moins bien, et donc l'entraîner davantage sur ce type d'attaque. Donc voilà, je dirais en quelques mots ce qui permet vraiment d'arriver à sensibiliser l'humain grâce à différentes briques technologiques et psychologiques. Merci Gaspard. Jérôme, quelque chose à ajouter? Oui, non, je trouve que c'est hyper essentiel ce qui vient de nous être exposé, parce que l'humain, c'est lui qui a accès au final à l'information, c'est lui qui va la traiter, c'est lui qui va accepter, valider un virement, etc. Et donc pour le cybercriminel, l'humain est une cible de choix. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce que fait Mantra, ça permet de s'entraîner à développer son sens critique dans le numérique. En fait, aujourd'hui, quand on marche dans la rue, on voit un groupe de personnes louches, qu'est-ce qu'on fait? On change de trottoir. Parce qu'on a développé un sens dans la vie de tous les jours de nous dire là, je ne vais pas prendre de risques. Sauf que dans le numérique, on ne l'a pas développé encore. Nos parents ne nous l'ont pas appris, on ne l'a pas appris quand on était petit. Et donc, on a besoin de s'entraîner à ça. Et c'est par des simulations inoffensives qu'on va réussir à développer ce sens critique. Et ça, je trouve que c'est vraiment essentiel. Je suis complètement d'accord et j'ai envie de faire une toute petite aparté sur une information qui a été glissée, mais je pense qu'elle ne vous a pas échappé la semaine dernière. Il s'agit évidemment d'Apple qui lance une offre sécurisée d'Acloud+. Autrement dit, si je prends des termes commerciaux, finalement plus de sécurité veut dire qu'on peut vendre plus cher. iCloud, c'est quand même nos téléphones, on en a tous, c'est pas concrètement une solution enterprise. Est-ce que ce rapport, ce goût, cette appétence pour la sécurité de la part des utilisateurs, c'est quelque chose que vous avez ressenti qui change et pour lesquels les gens sont capables de peut-être mettre plus de temps, plus d'argent? Alors, à ma connaissance, c'est pas plus cher. Et c'est ça qui est particulièrement fort chez Apple, c'est qu'ils ont mis au cœur de leur modèle, et c'est un des grands acteurs du numérique à le faire, celui qui le fait le plus, la cybersécurité et le respect de la vie privée. Et en fait, ils s'en servent comme d'un différenciateur. Et là, justement, ils viennent de couper l'herbe sous le pied de pas mal d'autres acteurs en offrant gratuitement plus de confiance, plus de respect de la vie privée. Et donc, ils continuent leur chemin qui est vraiment remarquable. Et je pense que beaucoup d'autres acteurs dans le numérique pourraient s'en inspirer. Et ce qui est bien, c'est que je trouve que ça fait progresser à la fois, ils s'en servent comme d'un différenciateur, mais ça fait aussi progresser la conscience collective de l'enjeu de la vie privée. Alors tu citais iCloud+, mais ils ont encore annoncé quelque chose sur la messagerie pour éviter qu'on soit traqué, etc., oui. etc. Ils n'arrêtent pas. Alors, dans leur modèle économique, ça marche bien, parce que ce qu'ils vendent, c'est du matériel et du logiciel. Et donc, le modèle reste pérenne. C'est sûr que pour des acteurs comme ou Facebook, basés plutôt sur la publicité, c'est plus difficile. Donc, voilà. En tout cas, ils ont une posture qui est très bonne, je trouve, et qui permet de faire progresser finalement la conscience collective sur ces sujets-là. Timothée, toi, sur la partie plus justement chiffrement, bureautique, puisque vous faites aussi des applications de cet ordre-là,
Tu ressens un changement par rapport à ça? Une évolution? Une appétence? Alors, ce qu'on ressent, c'est surtout que pour les utilisateurs, ils veulent que ce soit une solution sécurisée par défaut, plus qu'une surcouche de protection par-dessus des outils existants. Et c'est là où iCloud est très fort, c'est que par défaut, par défaut tout est chiffré, et on peut configurer son compte iCloud de sorte que Apple n'ait pas les clés. Donc ça, on fait du chiffrement de bout en bout. Et ce, à l'échelle personnelle. Donc c'est très très fort d'avoir réussi à démocratiser ça. Plutôt une bonne nouvelle aussi pour Plutôt le chiffrement une bonne bout en nouvelle, bout. Marie, Gaspard? Oui, moi, ce que je peux juste rajouter, c'est que je pense qu'il y a un vrai mouvement sociétal global qui est porté non seulement par la cybersécurité et tous les médias qui, si vous regardez, de plus en plus régulièrement à la une des Échos ou d'autres journaux qui sont bien popularisés, la cybersécurité est de plus en plus au centre du sujet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi GDPR. Et GDPR, on est tous impactés par ça. Et du coup, cette notion de protéger mes données personnelles en tant que citoyen, en tant que consommateur, fait que le focus sur la cybersécurisation a été beaucoup plus fort. Donc je pense qu'il y a un mouvement sociétal qui va au-delà de tout ce qui vient être, ou en complément de tout ce qui vient d'être dit, et qui fait qu'il y a une sensibilisation qui est beaucoup plus forte. Et après, je rejoins tout à fait Jérôme sur le fait que quand c'est intégré, quand c'est un élément de différenciation et pas quelque chose que vous allez payer en plus, ça fait faire une différence énorme. Gaspard, une réaction par rapport à ça? Toi qui protèges les emails? Un constat que je partage assez énormément, et effectivement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est le fait que justement, c'est des sujets qui sont aujourd'hui portés, évidemment, je dirais de façon très top-down par les directions, par les RSSI, mais de plus en plus, on peut rêver, pourquoi pas, avoir une adoption vraiment bottom-up des outils de cybersécurité, parce que les gens au quotidien, tout simplement, deviennent de plus en plus sensibles à cette question, et ont envie, je dirais, à la fois dans leur vie privée, leur vie professionnelle, leurs outils soient sécurisés. Merci Gaspard. Je vais rester avec toi, Marie. Donc, tu es Chief Development Officer chez Tetris, une solution unifiée et automatisée de cybersécurité. On a parlé tech, on a parlé humain, on va parler IA 2 secondes, essentiellement parce que les cybermenaces aujourd'hui s'en inspirent dans ces principes. Ça veut dire qu'on peut non seulement ne pas s'attendre à recevoir une attaque, mais en plus avoir une attaque qui s'adapte à des cas de figure de manière très rapide. Concrètement, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de braquet. Comment vous percevez cette tendance chez Tetris et quelles sont les opportunités finalement pour les RSSI de se dire que grâce à l'IA, j'ai du temps qui se libère et une solution qui occupe le terrain de manière, on va dire, très, très efficace. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les RSSI? Et alors l'intelligence artificielle vient vraiment en complément de toutes les briques de cybersécurité qui ont été présentées là et encore d'autres qui n'ont pas été présentées ici. Et alors la première chose, c'est de dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'intelligence artificielle en complément de tout ce qui est mis en œuvre par ailleurs? La première chose, c'est la complexification, la sophistication des attaques et ce que tu disais des briques progressivement d'intelligence artificielle qui sont utilisées par les attaquants. Je ne pense pas qu'on puisse parler encore aujourd'hui de guerre entre intelligence artificielle. Mais la progression de l'intelligence artificielle, à travers la lecture du langage, à travers tout ce qui est visuel, tout ça, on peut se dire que d'ici 5 à 10 ans, peut-être qu'on pourra parler de guerre entre intelligence artificielle. En tout cas, on n'en est pas là, mais pour autant, les briques qui sont utilisées aujourd'hui par les attaquants vont se servir de deep learning, de machine learning. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'interconnexion généralisée de nos systèmes d'information, les systèmes d'information IT dans les sociétés, avec toute la bureautique, OT quand on est dans un système industriel, et puis l'IoT. L'IoT avec 30 milliards d'objets connectés aujourd'hui, qui fait que ça augmente les surfaces d'attaque potentielles. Et puis la troisième donnée dont on doit prendre compte, c'est la masse de données, justement. C'est ce big data là, dont on entend toujours parler. Si on prend une grande entreprise, aujourd'hui, elle peut remonter 300 millions d'événements par jour liés à la cybersécurité. Vous imaginez bien que c'est impossible pour un humain de traiter 300 millions d'événements par jour. Donc, il y a besoin d'une couche d'intelligence artificielle à travers de l'hyperautomatisation, à travers du machine learning, du deep learning, qui va aider à qualifier les événements, qui va aider à dire, ça va marcher, si je prends le deep learning pour faire très très simple, ça va marcher un peu comme un chat, pas un chat. Tout le monde connaît cet exemple-là
d'intelligence artificielle, de la même façon, on va détecter est-ce que c'est un goodware ou un malware, est-ce qu'il y a quelque chose de malveillant dans le code, et on va accélérer la détection. Alors là, j'ai été un peu surprise, c'est qu'encore hier, il y a un article qui est paru qui parlait d'intelligence artificielle en lien avec la cybersécurité, qui disait, aujourd'hui, ça marche plutôt bien en détection. On va réduire le temps de détection. C'est déjà un premier bon appui, mais par contre, il n'y a pas de remédiation. Alors là, je suis un petit peu surprise parce que j'étais triste, depuis 6 ans, on a de la remédiation automatique en temps réel et sans action humaine, c'est-à-dire qu'on est en capacité de détecter un processus qui est malveillant et de le neutraliser en temps réel, donc de le supprimer. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut avoir une intelligence artificielle, une CTI, une Cyber Threat Intelligence, des bases de données, une capacité à mettre des processus malveillants en sandbox. Il y a tout un écosystème à l'intérieur, je dirais, ou une orchestration à l'intérieur d'une plateforme qui permet de s'assurer qu'on ne va pas tuer un processus qui serait bienveillant et voire même mettre à mal une production, mais on est en capacité de le faire aujourd'hui. D'accord. Et concrètement, ces solutions qui sont utilisées sont aujourd'hui mises en place par les RSSI. On imagine que ce principe de détection et de remédiation automatisée enlève un poids considérable en termes de charges réactives sur leurs épaules. Qu'est-ce que ça représente pour eux comme changement? Peut-être peut-il mieux travailler la question de la prévention et être moins dans la réaction? Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui est important chez vous, notamment sur la question de l'automatisation de leurs tâches et peut-être l'intégration dans les contextes des utilisateurs? Qu'est-ce que ça permet? Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis là. La première chose, c'est passer d'un modèle plus réactif à un modèle plus préventif. Ça, je pense que Jérôme en parlera mieux que moi, de la maturité progressive des organisations à se tourner vers des solutions avant d'être attaquées, avant qu'il y ait eu le cambriolage dans la maison, de mettre l'alarme. Et donc il y a quand même, tu rediras Jérôme, il y a quand même un mouvement comme ça de dire on va être un peu plus dans la prévention, et nous on préfère bien entendu intervenir en amont et protéger nos clients avant d'intervenir en réponse à incident. Maintenant, en réponse à incident, à nouveau je parlais de remédiation automatique en temps réel et sans intervention humaine. On a eu le cas il y a 1 an maintenant d'une société où on a eu 62 000 remédiations automatiques en l'espace de quelques heures, entre 22h et 4h du matin. Donc c'est absolument indispensable. Après, ce que tu disais, c'est le rôle du RSSI dans cette organisation-là. Je pense que ce n'est pas seulement le rôle du RSSI, mais c'est toute la ligne, depuis le COMEX jusqu'aux analystes de cybersécurité, c'est tout ça qui change. On ne peut pas dire aujourd'hui que, comme je le disais, on n'en est pas à la guerre entre intelligence artificielle. De la même façon, on n'en est pas à dire qu'il n'y a plus besoin d'humains. Bien sûr, il y a encore besoin d'humains, il y a besoin d'équipes de cybersurveillance, il y a besoin autour d'un projet, de la gouvernance, d'un project management, il y a besoin d'expertise en cybersécurité et c'est cette combinaison humain. Par contre, ça va être exactement comme les modèles de maintenance prédictive, comme dans la supply chain, comme dans l'industrie 4.0, comme dans l'IoT de manière générale. On va essayer de monter le niveau pour avoir plus de valeur ajoutée et donc c'est pas je dirais, il n'y a pas un gain de temps, les RSSI sont toujours très 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 occupés, mais par contre, c'est plus exactement les mêmes activités. Et l'objectif de tout ça, c'est de dire comment est-ce que justement j'apporte de la valeur ajoutée, parce que c'est beaucoup plus regardé. Donc j'ai besoin d'un reporting auprès de mon comité de direction, j'ai besoin de faire de la sensibilisation des collaborateurs, j'ai besoin de réfléchir à des systèmes de chiffrement et de cloisonnement des données, j'ai besoin de me libérer du temps pour faire plus de prévention, notamment, et plus de travailler en écosystème au sein des organisations sur ce sujet de cybersécurité. Jérôme, chez Wavestone, tu as une vue assez globale sur beaucoup de corporates, et j'imagine que tu es en relation avec beaucoup de RSSI. Cette priorisation, cette capacité à aller plus vers la valeur ajoutée que la réaction, tu l'aperçois, vous la voyez, et c'est quelque chose qui est une lame de fond qui est en train de transformer le métier du RSSI? Oui, clairement. Et j'adhère complètement à ce qu'a dit Marie. On n'arrête pas de se le dire, mais on est assez alignés sur les grands messages. L'IA, ça permet effectivement d'aller plus vite. Ça, c'est vraiment important. Mais je pense que ça permet aussi d'augmenter l'intérêt du travail au quotidien des équipes cybersécurité. En fait, aujourd'hui, l'enjeu numéro 1 en cybersécurité, c'est pas la technologie, c'est les RH. Et je pense qu'on sera tous d'accord, faire les bons recrutements, garder les gens, les fidéliser, les faire monter en compétences, c'est ça le plus dur aujourd'hui. Et qu'on soit cabinet de conseil, éditeur de solutions,
corporate, etc. L'enjeu, c'est les RH. Et ce que va permettre l'IA pour moi à court terme, c'est de rendre le métier d'analyste cybersécurité plus intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Marie le disait, c'est des milliers d'événements qui arrivent simultanément. Et en fait, il faut toujours trier les mêmes, toujours se dire « Ah oui, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon ». Si l'IA fait ce premier tri de manière efficace, elle permet aux équipes de se concentrer sur les vrais problèmes, ce qui va finalement rendre leur métier plus intéressant au quotidien et qui ne va pas créer cette fatigue qu'on peut rencontrer des fois dans les équipes de surveillance parce qu'elles gèrent toujours les mêmes événements, toujours sur les mêmes environnements et ça peut être rébarbatif. Donc l'IA, pour moi, à court terme, c'est un avantage aussi pour les RH. Gaspard, Timothée, un point à rajouter là-dessus, sur cette transformation du métier du RSSI. Est-ce que vous sentez que ce rapport à la prévention, qui est quand même aussi une bonne partie de votre métier, c'est quand même une très bonne nouvelle? Ça veut dire plus de travail dans les organisations, plus d'intégration dans les outils, moins de changements de contexte pour les employés qui n'en peuvent plus d'avoir une quarantaine de SaaS. Ça veut dire une expérience unifiée. Tout ça, c'est beaucoup plus de temps, évidemment beaucoup plus de gens qui sont sur le travail de cybersécurité. Vous le voyez dans vos échanges avec les corporates, deux interlocuteurs qui prennent place pour échanger avec vous? Vas-y Gaspard, ou Timothée. Nous, on observe en tout cas chez les corporates des discussions beaucoup plus poussées sur l'intégration de solutions préventives de cybersécurité. Là où il y a 2, 3, 4 ans, on disait non mais nous on est déjà dans la détection-réaction plus que la prévention. Ils étaient déjà en train d'installer des solutions pour être en mesure de répondre à un incident. Et c'est vrai que depuis quelques mois, quelques temps, on arrive à avoir des discussions beaucoup plus poussées avec des experts techniques sur des questions d'architecture, des questions d'intégration poussée de nos solutions. C'est une chose qu'on n'arrivait pas à avoir avant. Gaspard, similaire? Ouais, similaire, et effectivement, enfin, je pense que ça, tout le monde l'a en tête, mais ça a été dit et redit, c'est que le rôle de l'IA pour simplifier la tâche du RSSI, c'est une évidence absolue. Nous, on a le cas de figure, donc typiquement, quand vous avez des utilisateurs qui vont signaler des mails de phishing qui n'en sont pas, tout ce qui est faux positif, il faut être capable très rapidement d'aller pouvoir dire au RSSI, écoute, on t'a éliminé 80% des emails qui sont effectivement des emails qui sont des faux positifs, avec différentes méthodes, mais effectivement, l'IA joue un rôle hyper important pour lui libérer du temps et, comme l'a dit Jérôme, se concentrer là où il a de la valeur ajoutée, là où il va y avoir justement le besoin d'avoir une expertise humaine qui va s'appliquer pour déterminer si oui ou non c'est une vraie menace et de quel ordre. Je vais juste insister parce que tu nous as orientés là pour parler de la dimension humaine et du rôle de chacun. Tout à fait. J'insisterai quand même un tout petit peu sur un autre rôle de l'intelligence artificielle qui est celui de faire face à des menaces inconnues quasiment en temps réel. On compte aujourd'hui à peu près 7000 nouveaux types d'attaques par jour dans le monde, uniquement sur les smartphones. Uniquement pour les smartphones. Et donc, si on fait le parallèle avec la situation sanitaire actuelle et avec les vaccins, aujourd'hui, on a besoin de vaccins qui vont traiter les variants. De la même façon, on a besoin d'outils en cybersécurité qui vont traiter tous les variants, toutes les attaques nouvelles. Et si on reprend chacun d'entre nous, on a tous un antivirus. Un antivirus, c'est une base de signature, c'est une bibliothèque dans laquelle l'ordinateur va aller piocher pour dire « Ah ben tiens, est-ce qu'il existe comme menace ou est-ce qu'il n'existe pas ?» La question, c'est quand il y a des menaces qui sont nouvelles et que la mise à jour de la bibliothèque n'est pas là, il faut être en capacité de réagir, de détecter et de réagir face à ces attaques nouvelles. Donc j'abonde complètement dans tout ce qui a été dit sur le changement de métier qui est là, mais c'est aussi pour faire face à la recrudescence des attaques, à leur complexification, à leur sophistication et au caractère nouveau à longueur de journée. Et puis, est-ce que tout ça, c'est compliqué ou pas? En fait, c'est comme des variants. C'est comme les variants du coronavirus, du Covid-19. Heureusement, nos vaccins ont l'air de marcher. Une image qu'on comprendra tous. On approche tranquillement de la fin de cette conférence. J'ai envie de vous prendre un petit peu la température sur un sujet que j'estime important, et ça va dans le sens de l'écosystème. Les attaques traitées par l'ANSSI de rançongiciel sont passées de 54 en 2019 à 192 en 2020. C'est une augmentation de 400%. L'État, et BPI France est opérateur de ces moyens, a mis en place une enveloppe de 1 milliard pour la relance sur la cybersécurité. Et tu le disais, Jérôme, il y a des actifs majeurs en France et en Europe sur la cybersécurité. Qu'est-ce que vous attendez chacun, au-delà évidemment de la création d'emplois et de la création de unicorns, concrètement en termes de création d'éléments culturels, de changements culturels, sociétal, techniques, qui vont faire vraiment avancer, d'une part peut-être la pénétration de vos solutions et donc
entre guillemets, l'augmentation de la sécurité de manière générale dans les entreprises. Qu'est-ce que vous attendez spécifiquement de ce plan de relance qui, quand même, on va pas se mentir, se faisait un petit peu attendre puisque ça fait tellement longtemps qu'on a tant de talents en France sur ce sujet, et là on a une vraie opportunité de changer la donne. Jérôme ? Oui, alors le plan de relance, effectivement, moi j'ai applaudi des deux mains dans le sens où pour une fois la cybersécurité n'est pas vue comme un mal nécessaire qui va nécessiter d'investir de l'argent pour se protéger, mais il y a bien tout un volet du développement économique de notre tissu en France. Ça, nos amis anglais, américains ou israéliens l'ont compris depuis bien longtemps et ont fait un axe de développement de leur économie par la cybersécurité. Et là, ça y est, la France, je pense qu'il y a un déclic. Et sur la moitié de ce plan est quand même sur ce développement économique. Ce qui est intéressant aussi dans ce plan, et je pense que pour moi c'est le changement majeur sur lequel il faut qu'on arrive dans les années qui viennent, c'est qu'il y a une dimension formation, il y a une dimension aussi acculturation et attirer les jeunes vers nos métiers du numérique et en particulier les métiers de la cybersécurité. Il y a quelques années, on se disait, mon Dieu, on n'a pas assez de gens, il faut qu'on ait des formations. Les écoles ont fait le travail, il y a plein de formations qui ont été labellisées, vous pouvez regarder SecNum EDU, il y a eu un travail fort de nos autorités là-dessus. Aujourd'hui, si on regarde dans les promotions, elles sont pleines à 60-70%. Elles ne sont pas pleines à 100%. Parce qu'on a un vrai enjeu d'expliquer les métiers de la cyber, d'expliquer les métiers du numérique et d'attirer des gens dans cette filière-là, qui sont des filières finalement passionnantes. Regardez la cybersécurité, on va de sujets extrêmement techniques à du sujet géopolitique. La discussion d'aujourd'hui entre Poutine et Biden, il y en a la moitié, ça a été sur ce sujet de la cybersécurité. Donc il faut qu'on montre l'intérêt de ces métiers et qu'on attire plus de gens et qu'on profite de toutes ces personnes qui vont arriver pour développer à la fois nos protections et aussi notre innovation. Et pour moi, ce changement, il doit vraiment venir au niveau des études et au niveau des jeunes pour qu'ils soient attirés par ces métiers du numérique. Il me semble aussi que tu étais intéressé de voir des ruptures technologiques beaucoup plus fortes apparaître. Tu peux nous en dire un mot par rapport à ça? Parce qu'évidemment, on a eu 10 ans de développement. Tu disais qu'il y a des sociétés qui sont sorties de l'écosystème parce qu'elles ont tout simplement été liquidées, d'autres qui grandissent. Quand tu cherches des ruptures, concrètement, tu parles de quoi? Alors, en fait, les ruptures, on les connaît, on sait où elles doivent arriver. Je pense que l'intelligence artificielle en est une majeure. En fait, quand je regarde l'écosystème français, on voit qu'il y a des domaines sur lesquels, justement, on va être à la pointe et on est justement sur un certain nombre de sujets en rupture. Je vais prendre le chiffrement. Sur lequel on a des startups qui sont extrêmement pointues, qui réfléchissent au post-quantique, qui vont réfléchir à du chiffrement homomorphique, ce genre de choses qui sont vraiment là de l'innovation pure et dure. Mais quand je regarde aussi, par exemple, je prends la sécurité du cloud, qui est quand même un enjeu essentiel. Tout à fait. Ben, en fait, on a très très peu de structures qui vont se spécialiser dans la sécurisation des grandes plateformes cloud pour être quelque part un acteur un peu indépendant d'un Google, d'un Amazon, d'un Microsoft pour ajouter ces éléments de sécurité, de surveillance. Et ça manque vraiment. Un autre élément qui pour moi manque dans l'écosystème aujourd'hui, c'est la sécurité des flux chiffrés. Alors on le disait, en particulier grâce à SILD, il y a de plus en plus de chiffrement, il y a du chiffrement partout. Et c'est bien pour le respect de la vie privée et de la confidentialité. Par contre, ça rend aveugle un certain nombre d'outils de sécurité, et en particulier des fois les EDR aussi. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles solutions technologiques qui permettent d'assurer dans une certaine mesure la sécurité de ces flux chiffrés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui manque aujourd'hui dans l'écosystème d'innovation français. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, c'est deux secteurs sur lesquels, clairement, il y a des choses à aller chercher. Et c'est des sujets sur lesquels on se doit d'être souverain aussi. On sait qu'on ne peut pas être souverain sur tout d'un point de vue technologique, il y a trop de sujets. Mais il faut choisir ses combats. Et le combat du chiffrement et le combat du cloud sont quand même des combats qui, à mon sens, sont essentiels pour notre souveraineté. Timothée, la formation, le chiffrement, la difficulté des technologies à pouvoir intégrer du chiffrement sans créer des effets un petit peu de bord, c'est un sujet qui te parle. Sur ce plan de relance, t'attends quoi concrètement ? Alors moi j'attends, alors déjà je partage le point de vue qu'il faut qu'on soit souverain sur le chiffrement, je ne peux qu'être d'accord, mais sur la partie plan de relance, moi je vais attendre une chose également, c'est si on veut, donc on crée des opportunités pour des entreprises, pour créer en leur donnant des fonds, mais il y a aussi un sujet au niveau des régulateurs. Et on a vu la CNIL en début d'année dire ok on va aller contrôler toutes les entreprises qui manipulent les données médicales, ça va être un de nos sujets de focus. Je pense qu'il faut armer d'autant plus les organes régulateurs sur la protection des données et pas que forcément les données personnelles, parce que pour certaines entreprises malheureusement c'est le seul driver. Marie ?
Oui, alors moi je dirais deux choses. La première chose par rapport à ça, et qui est, parce que je m'inscris en complément, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit sur la formation et les autres sujets. La première chose, c'est que je trouve que cela va permettre à un grand nombre d'organisations, de collectivités territoriales, d'administrations, de PME, TPE, d'aller plus loin dans la cybersécurisation de leur parc informatique. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Il y a une hétérogénéité qui est encore aujourd'hui très très forte entre les organisations en France et partout à travers le monde. Et ce qu'on veut, c'est que chacun puisse passer des étapes pour être plus, encore une fois, du côté de la prévention que de la réaction. Donc démocratiser la cybersécurité et ses méthodes. Oui, c'est ça. Et donc, alors, à notre petite échelle Tetris, qui n'est pas une petite échelle, le fait que, pour nous, une des urgences, c'est de mettre en place l'EDR dont tu parlais, Endpoint Detection and Response, c'est-à-dire c'est un agent sur les postes de travail et les serveurs. Pourquoi ? Parce que les attaques aujourd'hui principales, c'est les ransomware, et c'est ça qui va permettre de contrer les ransomware. Et bien ça, le fait d'avoir la possibilité d'obtenir des subventions pour les collectivités territoriales par exemple, mais dans la fonction publique de manière plus générale, va être un accélérateur qui est absolument certain. Et puis le deuxième point qui me semble être très intéressant, c'est, on a beaucoup cité ce mot d'écosystème, je parlerai aussi de coopération. Aujourd'hui, dans la cybersécurité, on a besoin de renforcer la coopération. À notre niveau, au niveau de Tetris, la coopération, elle va se faire par le partage des menaces. Le fait d'avoir un partage des menaces, alors il y a le CERT-FR, il y en a au niveau régional, au niveau national, au niveau européen et même au niveau mondial. Pour le coup, on a besoin de cette coopération pour être en capacité d'aller plus vite que les attaquants. Et là, on peut reparler du campus cyber, on aura la chance de faire partie des 3 pépites qui vont être intégrées dans le campus cyber, donc on se rapproche de nos partenaires, on se rapproche de certains clients, on va pouvoir construire les choses de manière beaucoup plus affinée parce qu'on va revivre avec une coopération et accélérer cette coopération au niveau de la cybersécurité au niveau global. Voilà. Merci Marie. Gaspard, ce plan de relance d'1 milliard, qu'est-ce que tu attends toi de ton côté, en dehors des unicorns et création d'emplois, etc. Tu es sur un segment en plus hyper important. C'est une excellente nouvelle, c'est un excellent signal d'un point de vue écosystème. J'irai envoyer non seulement évidemment aux clients, mais aussi aux investisseurs qui montrent que la France commence à avoir un rôle à jouer dans le domaine de la cybersécurité. Et effectivement, comme on l'a dit dans le radar, malheureusement la France c'est encore à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale encore un petit joueur. Donc je pense que c'est très bien, ça va créer une dynamique. Après, je pense que c'est aussi intéressant d'un point de vue social, c'est l'intégration dans les rapports ESG aussi des questions de cybersécurité qui viennent en fait qui sont de plus en plus mises en avant. Et ça va forcer les entreprises à communiquer de façon, je dirais, de plus en plus ouverte, si c'est possible, mais en tout cas complète sur ce qu'ils ont mis en place. Et ça va avoir un vrai impact sur la perception des investisseurs qu'ont de leur business et donc la valorisation de la société. Donc ça peut aussi changer la donne. Et je pense qu'un dernier point important, ça pourrait être aussi amusant de s'imaginer que dans quelques années, par exemple, on a beaucoup parlé des RH, prennent en compte la dimension sécurité dans l'évaluation des collaborateurs. En fait, comme ça peut être le cas sur plein d'autres sujets qui ne sont pas des sujets à stricto sensu business, mais par exemple, un collaborateur, on va le noter sur l'implication qu'il a au sein de sa société, est-ce qu'il est impliqué dans les process RH, etc. Donc pourquoi pas aussi sur les sujets de cybersécurité. Gaspard, merci beaucoup. Marie, Timothée, merci aussi pour votre participation. Merci pour cette préparation aussi pour cet événement de cybersécurité à 360. Jérôme, je me tourne vers toi parce qu'on a eu un tout petit couac. On avait une information importante à révéler aujourd'hui, qui est donc le Startup Radar, avec évidemment un mapping. Et tu ne connais pas toutes les startups par cœur. On pourrait essayer, mais ça risque d'être difficile. C'est quoi les prochaines étapes ? On va pouvoir accéder à ce mapping dans les prochains jours, les prochaines heures ? Voilà, donc le mapping avec la liste des 150 startups, des 10 scale-up, va être mis en ligne simultanément donc sur le site de BPI France, le hub, et sur le site de Wavestone. Et pour ceux qui seraient intéressés, on fait un webinaire le 24 juin, donc la semaine prochaine, de 11h à 12h, pour justement continuer les analyses, révéler d'autres chiffres et prendre le pouls de la santé de notre écosystème. Merci à toi, merci à vous tous, merci à ceux qui sont présents et merci à ceux qui nous suivent aussi sur Twitter. Et on espère vous voir aussi pendant cette conférence, ce webinaire, la semaine prochaine, où on rentrera un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur dans les chiffres, avec Wavestone et nos participants. Merci à vous. Merci. Merci.